Bon, moi, la résistance s'est terminée le 20 mai par une arrestation par la police allemande, la Gestapo. Le 20 mai de quelle année? Le 20 mai de quelle année? 1944. 44. Ah ouais, ah j'ai oublié. Le 20 mai 44. Donc j'ai été arrêté, j'étais emmené à la prison d'Évreux. Et puis tout seul dans une cellule, avec pas grand chose à manger. Et puis comme le débarquement a eu lieu le 6 juin, 2 jours après, ils sont empressés de nous sortir de prison et nous transférer à Compiègne, au Front Salac 122 à Compiègne. Où, là, on était tous regroupés, tous les anciens, les maquisards, tout ça, c'était regroupé. Et on est resté quelques jours, et ensuite, direction l'Allemagne. Alors, un voyage affreux, un voyage qui dure 2 jours et demi, sans manger, sans boire, évidemment, dans des wagons à bestiaux. Beaucoup sont arrivés morts, d'ailleurs. Et puis, débarquement dans un camp. On a appris que ça s'appelait Neuengamme. Quand on est arrivé, on n'en savait rien. On serait cru débarquer dans un pays de fous. Parce que le premier acte que j'ai vu, moi, en arrivant, eh bien, c'était un capot, un jeune, en train de tabasser à mort un détenu qui devait avoir dans les 70 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, eh ben, c'était le régime moyen là-bas. Un régime de coups, de cris, de hurlements, les commandements toujours en allemand. On nous a attribué un numéro matricule, qui en avait intérêt à connaître en allemand, parce que si un capot appelait le matricule numéro temps, s'il ne répondait pas, quand il le trouvait, sur le matricule, il était marqué là, sur la poitrine, et puis sur la jambe droite, là. Et quand le capot le trouvait, alors là, il se faisait tabasser sérieusement. Donc, on a eu un matricule. Après ça, on était habillés. Alors, la tenue vestimentaire, vous allez voir ce que c'est. Je commence par les chaussures. Bon, pas de chaussures, ce sont des galoches. Semelles de bois, usées, archi-usées. Et puis, le dessus, c'est de la toile. Mais seulement pas de lacets. Les chaussures, ce sont des chaussures récupérées sur les morts. Voilà, c'était l'héritage des morts. Ensuite, pour mettre dans les chaussures, des chaussettes. Bon, mais les chaussettes, ça n'existait pas. C'était des chaussettes russes. Les chaussettes russes, ce sont des carrés de tissu, grands comme ça. Sales, évidemment, récupérés aussi sur les morts. Ça sert de chaussettes. Ensuite, un caleçon long, en toile grise. Un pantalon long, rayé, évidemment, la fameuse tenue rayée, blanc et bleu. C'est de la toile ultra légère. Et une veste rayée aussi. Et un calot rayé aussi, blanc et bleu. Voilà, ça s'arrêtait là. Été comme hiver. Mais quand l'hiver est arrivé, et il fait très froid en Allemagne du Nord, il n'y a pas eu de pull-over, il n'y a pas eu de capote, rien du tout. On a eu la même tenue. Et beaucoup sont morts à cause de ça, à cause du froid. Il y en a qui sont morts gelés. Parce que la moyenne, en hiver, la moyenne c'était entre moins 15 et moins 20. C'est très froid, évidemment sans gants, sans rien de chaud. Ça a été mortel l'hiver là-bas. Bon, voilà pour la tenue. Bon, alors maintenant pour l'alimentation. Bon, vous allez voir, c'est pas mal non plus. Le matin, petit déjeuner. C'est 1,5 litre d'eau chaude, mais colorée, avec un colorant dedans. Ça ressemble à du café. Là, c'est pas du café, c'est de l'eau. Pas de sucre, pas de pain, rien. Il y a juste ça à boire. Le midi, une soupe aux choux. Au grand camp, c'était des choux rouges. Au commando, c'était des choux verts normaux. Alors, 1 litre de soupe, mais alors attention, c'est surtout 1 litre d'eau avec 3 ou 4 feuilles de chou dedans, avec un peu de chance, une pomme de terre. Mais pas toujours. C'était le repas du midi, ça. Le repas du soir, après l'appel, ah oui, il faut que je parle des appels aussi. C'est pareil, 1 litre de soupe et une tranche de pain. La tranche de pain,
ça devait faire, je sais pas, une trentaine de grammes. C'est comme une tranche de pain d'épices. C'est exactement ça, c'est tout noir. C'est du pain, il y avait de la sure dedans. C'est un pain affreux. Bon, on mangeait ça. Et un petit bout de margarine. Ouais, ça, c'était le repas d'une journée. C'est bien que ça a fait une cure d'amaigrissement. J'ai été arrêté, je pesais 73 kilos. Je suis revenu, j'en pesais 36. Tout là, c'était parti, c'était fondu. Bon, puis tous les déportés, c'était la même chose, hein, le même régime. Alors, le travail, le lever déjà, le lever de très bonne heure le matin, hein, ça devait être 4 heures le matin. Lever, toilette. Alors, la toilette, évidemment, fallait aller torse nu, un lavabo. Le lavabo, il y a une grande rangée de robinets, et il fallait se laver la figure et le torse, parce qu'il fallait être torse nu. Il fallait sortir mouillé, il n'y a pas de serviette, il n'y avait pas de gants de toilette, il n'y avait pas de savon, il n'y avait rien, hein. Mais il fallait sortir mouillé, parce qu'il y avait un capot qui était là, à la sortie, et si vous n'aviez pas la figure et le torse mouillé, vous vous faisiez tabasser. Alors, il fallait se mouiller. Sauf quand il a fait moins 15, moins 20, il n'y avait plus d'eau dans les robinets. Alors c'était un problème que le capot, tu t'es lavé, il répond oui. En fait, c'était pas possible, il n'y avait pas d'eau. Bon, ça c'était la toilette. L'alimentation, la toilette. Bon, alors le travail, donc lever à 4 heures. Faire son lit, c'était son lit, c'est une paillasse, c'est de la paille, avec de la grosse toile, et puis une couverture. Il fallait que ça soit bien plat. Le capot venait surveiller, il fallait que ça soit bien tendu. Ben, c'est pas facile, avec de la paille, c'est pas commode. Hein. Après ça, c'était appel, dehors. Alors, été comme hiver, et par moins 20 dehors, c'est dur à supporter. Hein. Alors, l'appel qui durait une demi-heure, 1 heure, ça dépend, ça n'en finit pas. Après l'appel, le fameux café, et ensuite, sur les chantiers. Alors, les chantiers, ça consistait à creuser des trous. J'ai été affecté à un moment donné à décharger des péniches, parce qu'il y a un canal qui venait jusque dans le camp, creusé par les prisonniers d'ailleurs. Oui, moi j'ai déchargé des péniches de ruines de la ville de Hambourg qui avait été détruite. Et les ruines étaient chargées sur des péniches, amenées dans notre camp pour rehausser le terrain parce que le camp c'était un marécage. D'ailleurs un jour dans l'appel, qu'est-ce que j'ai vu? Il y avait des cheveux de femme, une partie de la tête, et puis des cheveux. Ça fait un drôle d'effet. Vous avez ça dans votre pelle. Une dame qui avait été tuée par les bombes. Vous avez compris, il devait décharger. Qu'est-ce qui déchargeait de la péniche? Les ruines. Voilà, d'une ville bombardée. D'accord, donc des fois ils trouvaient des... Donc, toute la captivité s'est passée comme ça, creuser des trous, porter des rages de chemin de fer. Et c'est très dur, toujours sous les cris des capots. Et pourquoi il fallait creuser des trous? Pardon? Pourquoi il fallait creuser des trous? Ah, j'ai pas entendu. Pourquoi il fallait creuser des trous? Ah oui, faire des tranchées, oui, c'était vraiment une punition, surtout au grand camp. Ils mettaient, mettons, 200 ou 300 prisonniers à creuser une tranchée profonde, et puis quand c'était fini, il fallait la reboucher. Voilà. Ça servait à rien, un travail inutile. Sauf quand on a été envoyé en commando, on a encore creusé des trous. C'était pour faire les fondations d'une base sous-marine, pour les sous-marins, à Brême. Allez, pour parler des punitions. Tout acte de sabotage, il ne faut pas grand-chose pour être accusé de saboteur, c'est la pendaison immédiate. Il y a eu énormément de pendaisons au camp où j'étais là. 1100 ou 1200, des choses comme ça. Donc, tout acte de sabotage, pendaison. Une faute quelconque,
c'est 25 coups. Alors 25 coups, c'est le prisonnier plié en deux sur un tabouret, maintenu par deux capots, et le troisième qui tape sur le bas du dos. Et le prisonnier, au bout de 10 coups, il criait, au bout de 20 coups, il ne disait plus rien parce qu'il était évanoui. C'était 25 coups. Une peine, une grosse peine, c'était 50 coups. Alors 50 coups, c'était la mort. Au 50e coup, le gars était mort au 30e ou au 40e, mais il avait droit à 50, et il tapait dessus jusqu'aux 50 coups. Et ensuite, il allait au crématoire. Parce que tous les prisonniers étaient brûlés. Et pas d'enterrement, ça n'existait pas. Alors ensuite, ça s'est terminé. Il y a eu l'approche des troupes russes d'un côté, des Anglais de l'autre. Le camp a été évacué. Alors, on a repris le train, le fameux train 40 hommes 8 chevaux, là, pour nous emmener à Lübeck. Entre deux, tiens, il faut que je vous raconte une histoire, parce que nous, on a été évacués sur Lübeck, et il y a un commando qui existait à notre camp, qu'on appelait le commando des lapins. Alors les lapins, c'était quoi? C'était des enfants. Des petits juifs qui servaient à faire des expériences. Ils étaient, je sais pas, une douzaine, une quinzaine. Et pendant que nous, on était évacués sur Lübeck, eux, ils ont été évacués dans une école, je ne sais plus le nom, Hélène Buller, j'ai marqué le nom là. Ils ont été évacués dans une école avec 2 médecins français. Il y avait un Hollandais aussi, et il y avait 5 prisonniers russes. Ils ont tous été pendus. Les enfants, les médecins français, tout le monde a été pendu. D'ailleurs, il paraît, je ne vais pas retourner, mais il paraît qu'à l'école maintenant, je ne sais plus s'il y avait 15 enfants, il y a 15 rosiers, un par enfant. J'y retournerai peut-être un jour vers ça. Bon, alors nous, on a donc été transférés à Lübeck. À Lübeck, transférés sur des bateaux, 4 bateaux, dont un gros. L'Athènes, c'est vraiment... non, pas l'Athènes, le Cap Arconate, c'était le plus gros. Et tous serrés sur ces bateaux, des milliers, sans manger, pendant 13 jours, sans manger, sans boire, à fond de cale. 13 jours, sans manger, sans boire. Quand il a été évacué, écoutez bien. Rien à manger, rien à boire. Et serrés, tous debout, serrés. Il y a eu énormément de morts, ce qui a permis de faire un petit peu de place. Ça permet de s'asseoir sur des calanques. Et puis le 3 mai 1945, il y a une escadrille d'avions qui est venue. Il y a d'abord eu un sous-marin russe, on sait que c'est un russe maintenant, qui a coulé un des bateaux. Et les 2 autres qui étaient plus loin ont été attaqués par les avions coulés. Celui sur lequel j'étais, c'était le plus près de la côte. Il y a eu des trous dedans, mais faits par un char anglais qui était arrivé sur la plage. Et tiré dans le bateau, ça fait des trous dans la coque. Mais notre bateau n'a pas coulé. Les autres, ils ont tous coulé. Le nôtre, il a coulé, mais tout doucement, et après. Et le commandant du bateau, qui devait être un brave homme, a fait mettre les machines en route. Il a fait accoster le bateau dans le petit port de Neustadt, c'est auprès de Lübeck. Le bateau a été accosté. On est descendu de ce bateau, donc comme on a pu, avec des cordes. Et puis, le bateau a coulé. Moi, j'ai jeté un œil le soir, on ne voyait plus que les mâts. Donc, ça a été notre libération, mais ça a été très grave parce que sur les bateaux, on a eu 7000 morts. 7000 morts en une demi-heure de temps. Ça fait beaucoup. C'est énorme. 7000 morts. Alors, sur la plage, si un jour vous allez en vacances du côté de Lübeck, mais sur la plage, il y a un monument, il y a un grand monument, c'est marqué, 7000 prisonniers sont morts sur cette plage-là, la mer a renvoyé les corps. Alors, dans certains villages, il y a une tombe, il y en a 200-300 dedans, une autre, il y en a 500,
une autre, il y en a une, il y en a même 1200. Tout ça enterré en même temps. Alors c'était disons la libération. Donc très maigre. Toujours rien à manger. Moi la première chose que j'ai fait, ce que j'aurais pas dû faire, comme on est resté 15 jours sans boire, je suis entré dans une maison. J'avais récupéré un poignard que j'avais trouvé. Je suis entré dans une maison et puis j'ai bu un broc d'eau, j'ai bu l'eau, une quantité, je ne sais pas combien de litres, si bien que ça m'a rendu malade. J'ai ramassé le typhus et c'est une ambulance anglaise qui m'a ramassé au bord d'une route, une petite route là. On m'a emmené à l'hôpital, j'étais dans un hôpital. On n'avait toujours rien à manger, de la tisane. Vous donnez de la tisane. Puis au bout de quelques jours, on a commencé à nous donner un tout petit peu à manger. Mais c'était normal, c'était pour réhabituer le corps à manger. Et puis, un jour, il y a un officier anglais qui passait toutes les nuits. En pleine nuit, à 2-3 heures du matin, il passait, il donnait une cigarette. Puis il demandait si ça allait bien. Et puis une nuit, il est passé, donnait sa cigarette, puis il nous a dit demain, c'est plus nous, ce sont les soviétiques qui prennent l'hôpital, ce sont les Russes. Les Russes, on les a connus pendant presque un an. Hein. Alors à plusieurs, on a été volé un vêtement, j'ai trouvé un costume, trouvé des chaussures, dans un bâtiment qui était gardé par un soldat anglais, mais il nous a laissé passer, on s'est servi et on est parti à travers champs, où on a été récupéré par des Alsaciens. Ça nous a fait drôle d'ailleurs, parce que on était 5-6, à travers champs. Au loin, on voit un bâtiment, on va vers ce bâtiment, et en s'approchant, qu'est-ce qu'on voit? Un soldat allemand, casqué, puis le fusil, qui nous fait signe d'approcher. Eh bien, l'armistice était signé, et qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, quand on était plus près, il nous a dit approchez, n'ayez pas peur, je suis français comme vous. C'était un Alsacien, incorporé de force dans l'armée allemande. Donc c'était une espèce de petite caserne, et ils étaient un certain nombre là-dedans. Bon, ben, ils nous ont accueillis, ils nous ont fait à manger. Le pantalon que j'avais pris, moi c'était un pantalon neuf, ça dépassait d'au moins ça, alors j'avais fait plein d'ourlets. Il y en a un qui m'a dit je vais chercher une dame dans le village, il a arrangé ça. Et puis ensuite, c'était l'évacuation. On a été envoyé, c'est un camion américain qui est venu nous chercher, parce qu'on était loin, hein, qui nous a amenés en Hollande. En Hollande. On avait fait 400 km dans la journée avec ce camion. Et puis en Hollande, là, on a été interrogé par de la police. Ah oui, c'est drôle d'ailleurs. Il y avait une table comme ça. Il y avait un policier russe, un policier yougoslave, un gendarme français, enfin, toutes les nations, là. Il fallait qu'on aille au policier, il y avait un petit drapeau. Ils nous demandaient pourquoi on était là, comment on s'appelait. Une petite fiche d'identité, quoi. Et puis ensuite, ils nous ont dit des avions venaient vous chercher. En effet, on a attendu au bout d'un terrain d'aviation, on a vu les avions arriver, et il y en a un qui s'est écrasé à l'arrivée. Ça commençait mal.